Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre dernier épisode d'Espace News. Je suis Christophe Paget et cet épisode se concentre sur la Starbase, l'actualité d'ESA, sur un site de lancement vertical britannique, l'élimination de débris spatiaux japonais, le retour de 2 capsules de station spatiale, et les lancements de la semaine et bien d'autres encore. Commençons par Starbase. Sur le site de Massey, la construction du support de lancement d'essai moteur est en cours. Les fondations en béton sont déjà terminées et c'est maintenant au tour du déflecteur de flammes refroidi à l'eau qui déviera la poussée des moteurs vers le ciel plutôt que de la propager sur tout le site. Alors, le déflecteur de flammes se trouve au loin sur le côté gauche de l'image, à peine perceptible, je dois avouer. Ce déflecteur de flammes est conçu pour minimiser l'utilisation d'eau et les dommages aux infrastructures afin de permettre de nombreux essais moteurs avec aucune réparation entre essais. Voyons dans les mois à venir si cette invention atteint ses objectifs de conception. D'autres matériels identifiés sur le site sont le connecteur de ravitaillement du navire et sa structure de support. Toujours chez Massey, le réservoir supérieur du booster numéro 13 était en cours de test cryogénique et quelques jours plus tard, c'était au tour du réservoir inférieur. Les nouveaux matériaux du vaisseau et le premier étage en développement sont testés par SpaceX, certains avec des anneaux de longeron améliorés ou le célèbre dôme elliptique. À juger évidemment par les marques sur la structure, ils font partie d'un essai de fabrication pour faire avancer la version 2 présentée par Elon Musk il y a quelques semaines. Je suppose que l'anneau de séparation d'étage à chaud sur votre photo est destiné au prochain essai en vol intégré numéro 4, où nous pouvons voir pas seulement 3 crochets de fixation, mais plutôt 4. L'administrateur associé adjoint de la NASA, Amit Kashatria, a rendu compte des progrès du programme Artemis dans une présentation intitulée « Revue générale de la Lune vers Mars » au Conseil consultatif de la NASA. Pour les nouveaux téléspectateurs, la mission Artemis 3 est la mission où les systèmes d'atterrissage d'humains ou HLS par SpaceX aligneront d'ici fin 2025 pour la version sans équipage et fin 2026 pour la version avec équipage. Les principaux points à retenir de cette réunion sont que les essais en vol intégrés numéro 3 de Starship faisaient partie des livrables Artemis à la NASA, où SpaceX a démontré la capacité du premier et deuxième étage à atteindre son orbite, ainsi que sa capacité de transfert de carburant des réservoirs auxiliaires du vaisseau vers ses réservoirs principaux. Important, bien sûr, pour le ravitaillement du HLS pour accomplir la mission Artemis 3. SpaceX a terminé son examen du système de vol pour démontrer comment le transfert de carburant serait effectué entre les navires spatiaux en orbite. Et enfin, il continue de travailler sur le matériau du mécanisme d'amarrage, les déconnexions rapides en vol et les propulseurs à gaz chaud pour cette année. La nouvelle importante est cependant le fait que la démonstration physique du transfert de carburant de vaisseau à vaisseau en orbite aura lieu en 2025. Nous avons même eu la chance de disposer d'un diagramme décrivant les étapes que les deux vaisseaux suivront pour parvenir à une telle démonstration en 2025. La présentation a continué en expliquant que SpaceX utilisera l'expertise d'amarrage de sa capsule Dragon à l'ISS pour l'amarrage de son vaisseau pour le ravitaillement en orbite. ESA a terminé la formation de base d'1 an de sa nouvelle classe d'astronautes fraîchement sortis du centre des astronautes européens de Cologne en Allemagne. Les chanceux sont de gauche à droite
Rosemary Coogan, Sophie Adenau, Raphaël Liégeois, Pablo Alvarez Fernandez, Marco Sieber et la candidate astronaute de l'Agence spatiale australienne, Catherine Bennell-Pegg, dans le cadre d'un partenariat de formation entre l'ESA et l'ASA, faisant de Catherine la première astronaute australienne. Choisie parmi un groupe de 22 500 candidats issus des États membres de l'ESA, la classe d'astronautes de l'ESA pour 2022 comprend 17 membres, ainsi que la candidate astronaute australienne qui vient en plus. Avec un tel nombre d'astronautes de l'ESA, l'Europe a probablement l'ambition de développer ses activités spatiales au-delà de ce que offre le partenariat avec la NASA, et j'attends de plus en plus de vols d'Axiom ou de voyages privés similaires vers l'ISS ou la Station spatiale internationale avec des astronautes de l'ESA, comme nous l'avons récemment vu avec Marcus Wandt en Suède et la mission Axiom 3. Saxofold Spaceport UK, un site de lancement vertical de fusées situé dans les Shetland au Royaume-Uni, a reçu sa licence de lancement de la CAA britannique pour démarrer les opérations de lancement de fusées programmées vers la fin de cette année. Jusqu'à présent, 2 fabricants de fusées liés à ce site sont Heimpulse de Neustadt am Kocher en Allemagne avec son SR-75 et Rocket Factory Augsburg en Allemagne aussi avec son RFA-1. Le premier étage de RFA a été expédié à Saxo-Vaud cette semaine pour des tests d'intégration et de ses moteurs. Quant à High Impulse, le plan initial était de lancer son SR-75 depuis Saxo-Vaud, mais en raison de retard, ils ont fini par expédier leur fusée à Kuniba, dans le sud de l'Australie, et attendent leur vol inaugural cette semaine. Le temps est primordial dans les fusées, comme vous le savez peut-être. Plus à venir sur ce site dans les Shetland, continuez à regarder cette chaîne pour en savoir plus. La semaine dernière, j'ai mentionné que l'équipage du Chenzhou 18 avait atteint la station spatiale chinoise. Cette semaine, l'équipage précédent, Chenzhou 17, a quitté la station spatiale et a finalement atterri en Chine en toute sécurité. Après 36 jours amarré à la Station spatiale internationale, le vaisseau spatial Dragon, soutenant la 30e mission de ravitaillement commercial de SpaceX pour la NASA, s'est détaché du laboratoire orbital le 28 avril et s'est améri en toute sécurité près de la Floride. Et les résultats des expériences menées dans la SSI ont été collectés et ramenés. Un satellite exploité par la société japonaise Astroscale a réussi à traquer un débris spatial vieux de 15 ans, étant le deuxième étage d'une fusée JAXA H2A lancée en 2009, qui mesure 11 mètres sur 4, pesant 3 tonnes. La mission soutenue par JAXA consistait à tester les capteurs et les logiciels nécessaires aux opérations de proximité sûres, et à prendre des images rapprochées des débris spatiaux afin de développer une solution technique permettant à un deuxième satellite de capturer un débris spatial d'une telle taille et de le ramener en toute sécurité pour brûler dans l'atmosphère. Évidemment, tous les matériaux utilisés aujourd'hui dans ces missions ont la capacité de rentrer par eux-mêmes dans l'atmosphère, contrairement aux anciens débris spatiaux. Comme ce débris gravite à environ 600 km d'altitude, il aurait fallu plusieurs décennies supplémentaires pour atteindre l'atmosphère terrestre. C'est la première fois que quelqu'un parvient à rencontrer un si gros débris spatial. La première partie de la mission d'Astroscale pour JAXA est donc une réussite. Astroscale développe une entreprise qui proposerait de retirer de l'orbite des débris spatiaux d'autrui, ce qui est une bonne chose pour la durabilité dans l'espace.
Le 11 décembre 2023, la NASA a testé un système de communication laser codé dans le proche infrarouge avec un vaisseau spatial appelé Psyche en route pour étudier un astéroïde du même nom. À l'époque, il était à 31 millions de kilomètres de la Terre et la NASA avait réussi à télécharger des données à une vitesse stupéfiante de 267 mégabits par seconde. Il a fallu 101 secondes pour que ces données atteignent la Terre. Récemment, le même vaisseau spatial se trouvait cette fois-ci à 226 millions de kilomètres de la Terre et la même équipe du JPL de la NASA a testé à nouveau la communication laser. La vitesse de téléchargement a naturellement été réduite à 25 mégabits par seconde, mais elle était cependant bien supérieure aux attentes de la NASA de seulement 1 mégabit par seconde. Cette technologie permettra d'utiliser des données en temps quasi réel sur Mars. Cependant, l'inconvénient est que ces communications optiques nécessitent un ciel relativement clair pour transmettre des données à large bande passante par rapport aux communications radiofréquences traditionnelles qui peuvent fonctionner dans la plupart des conditions météorologiques. Cela va sûrement révolutionner la façon dont nous exploitons aujourd'hui les engins spatiaux sans pilote. La semaine a débuté dimanche 28 avril avec 2 vols de SpaceX. Le premier consistait à envoyer 2 satellites GPS européens pour sa mission Galileo L12 depuis la Floride vers une orbite terrestre moyenne. Le premier étage a volé 20 fois et en raison de sa mission, il a été dispensé pour permettre d'atteindre une telle orbite avec un seul Falcon 9. Ce lancement marque le 200e vol à utiliser des carénages éprouvés en vol. Donc, quelle réussite, quelle économie de coûts et quel avantage environnemental par rapport à d'autres fournisseurs. Donc, félicitations encore une fois à SpaceX. Le deuxième vol de la journée était un lot de Starlink pour sa mission groupe 654 depuis la Floride. Le premier étage a atterri sur un drone ship pour son 13e vol. C'était le 12e vol du Falcon 9 en un mois. Je pense un record. Le 2 mai, SpaceX lance une Falcon 9 pour sa mission Maxar 1 depuis la Californie. Le premier étage a volé pour la 20e fois et a atterri sur place. Le lendemain, SpaceX a lancé une Falcon 9 avec un autre lot de Starlink pour sa mission groupe 655 depuis la Floride. Le premier étage a atterri sur le drone ship pour la 19e fois. Ensuite, il a eu le vol réussi et d'ailleurs inaugural de la société allemande Heimbals pour son SR-75 au départ de l'Australie. Nous avons un autre fournisseur de lancement, donc bravo Heimbals. Et le dernier vol de la semaine était en provenance de Chine avec CASC lançant une longue marche 5 pour sa mission Chang'e 6. Il vise à ramener pour la première fois des échantillons de la face cachée de la Lune. Des instruments scientifiques internationaux de France, d'Italie, de Suède et du Pakistan sont également présents dans la charge utile. En résumé, des lancements de fusées sur un total de 86 lancements depuis janvier jusqu'au 3 mai 2024. 83 a été réussi, donc 52 provenant de compagnies américaines, 18 de compagnies chinoises et une de compagnie européenne, bien que celle-ci en fait se soit déroulée en Australie. Pour célébrer le 34e anniversaire du lancement du légendaire télescope spatial Hubble de NASA et ESA, je vous laisse cette semaine avec une autre photo récente par Hubble de la nébuleuse de la Petite Altair, également connue sous le nom de Messier 76 ou M76, située à 3400 années-lumière ou 32 milliards de kilomètres dans la constellation de Persée. Le rayonnement ultraviolet féroce de l'étoile super chaude fait briller les gaz, la couleur rouge vient de l'azote et la couleur bleue de l'oxygène.
Merci à tous d'avoir regardé votre épisode d'Espace News. Je m'appelle Christophe Paget et à la semaine prochaine. Au revoir.